barreau. Nous en sommes à présent au candidat numéro 5. Elle s'appelle Gwendoline Ténier. Elle est avocate, moins de 2 ans de barre. Suivez tout de suite son portrait signé Élise Classen. Je m'appelle Gwendoline Ténier, je suis avocate à Rennes et j'ai 28 ans. Gwendoline est installée depuis mai 2012. À seulement 28 ans, cette jeune avocate a su construire sa propre clientèle. Je suis jeune, mais je suis heureuse d'être installée parce que je veux que les étudiants gardent aussi en tête, et c'est hyper important de leur dire que quand on travaille, quand on se dépasse, quand on se décarcasse, quand le week-end on est en garde à vue, en permanence, les choses se font, et quand on est très motivé, on peut à un moment donné pouvoir s'installer et avoir une clientèle et avoir des gens qui nous font confiance, ça c'est sûr. Déterminée plus qu'ambitieuse, dès ses premières années d'études, Gwendoline passe le plus clair de son temps à écumer les salles d'audience avant de trouver un job étudiant peu conventionnel. Et le moment qui m'a honnêtement le plus servi dans mes études, c'est que moi, mon job étudiant, c'était d'être assistante de justice du procureur de la République à Saint-Brieuc. Et pendant 2 ans, j'ai dû régler une 40aine de dossiers d'instruction, ce qui fait que j'ai pris goût, j'ai pris l'habitude, j'ai la pratique des choses. Gwendoline s'est orientée vers le pénal dès le début de son master, un choix de matière qu'elle explique par sa volonté d'être au service des autres. C'est dans le droit pénal qu'on peut le plus les aider. Et c'est vraiment pour ça que je me suis orientée vers cette matière-là. Parce que j'avais vraiment cette envie d'aider les autres, de pouvoir transmettre et de pouvoir rendre utile mon savoir, en fait. Et si la spécialité que la jeune femme a choisie n'est pas toujours rose, elle a su y apporter sa touche personnelle. Ça, c'est ma robe, que j'ai choisie un petit peu. Je suis une femme quand même. Dans 20 ans, je me vois toujours à faire ce métier-là. Je l'espère avec la même passion, la même envie, et toujours avec la même humanité. J'espère pouvoir regarder chaque personne qui viendra dans ce bureau de la même manière, avec la même envie de la défendre, d'aller jusqu'au bout des choses. Surtout, j'aimerais ne pas avoir perdu la flamme, quoi. Rester toujours avec la même passion pour ce que je fais, j'espère que c'est ce que je pourrais avoir dans 20 ans. Gwendoline Ténier, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir Gwendoline. La thématique de la plaidoirie, maître Judéo. Gwendoline se destine, vous l'avez compris, à la carrière d'avocat pénaliste, donc pas étonnant qu'elle ait choisi de nous présenter ce soir le droit à l'image des détenus. 10 minutes pour votre plaidoirie, c'est maintenant. Avez-vous le souvenir d'avoir déjà croisé le regard d'un prisonnier dans un journal ou à la télévision? Dans notre société de l'image, les hommes et les femmes emprisonnés sont des personnes sans visage. Car 30 ans après l'abolition de la peine de mort, on coupe encore de manière symbolique les têtes des condamnés. Voici les premiers mots de la lettre ouverte, écrite en juin dernier, par Catherine Réchard à l'intention de notre garde des Sceaux. Catherine Réchard est cette réalisatrice qui a souhaité par son film Le Déménagement nous rendre témoins du passage de la maison d'arrêt Jacques Cartier, prison du centre-ville de Rennes, au centre pénitentiaire ultramoderne de Rennes-Vezin. Alors que l'administration pénitentiaire avait dans un premier temps encouragé et favorisé le tournage de ce film, cette dernière a entendu imposer, pour les diffusions télévisuelles, le floutage des personnes détenues qui avaient pourtant fait le choix d'apparaître à visage découvert. Sous prétexte du respect des victimes, de la volonté de protéger les personnes détenues par la théorie de l'oubli, l'administration pénitentiaire souhaite avoir la main mise tant sur le corps que sur l'image de ceux dont elle a la garde. La représentation de ces femmes et de ces hommes en diminuerait le contrôle. L'anonymat physique a donc été imposé. Mais la loi est-elle si floue qu'elle permette une telle censure de l'administration?
la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour mission d'imposer à tous ces États signataires la garantie du respect des droits fondamentaux, nous offre à tous le droit au respect de notre vie privée, mais aussi le droit à la dignité, à la liberté d'expression et à l'image. La loi pénitentiaire de 2009, dans son article 41, consacre le principe de liberté du détenu sur son image, la possibilité de décider. L'administration pénitentiaire, quant à elle, peut exceptionnellement s'y opposer, et seulement dans 4 cas. La sauvegarde de l'ordre public, la prévention des infractions, la protection du droit des victimes et des tiers, la réinsertion de la personne concernée, le fameux droit à l'oubli. Ce qui était donc censé être une prérogative exceptionnelle de l'administration pénitentiaire est devenu un réel moyen de censure. Mais pourquoi cette participation de l'administration pénitentiaire et de l'État rend les détenus invisibles? De quoi ont-ils peur? Quel est leur objectif? Faire prospérer la politique sécuritaire sur la peur du délinquant, peut-être. Parce que les seuls prisonniers qu'on laisse savoir, ce sont les grands criminels. Vous savez, ceux qui déchaînent les passions et le tourbillon médiatique, les Fofana, Fourniret et autres Guy Georges. Ce sont ceux qui représentent et entretiennent la culture du fait divers et le fantasme commun lié à l'univers carcéral. C'est un monde qui fait peur, où les grilles claquent, peuplé d'êtres effrayants, inquiétants puisque même trop effrayants pour être vus à visage découvert. Or, il faut le rappeler, et j'en témoigne. La prison est peuplée essentiellement de petits délinquants dont personne, mais alors personne, n'excuse les dérives, mais qui ne peuvent se retrouver pris dans cette caricature. Car l'administration pénitentiaire, en coupant les têtes de nos détenus, participe à la surenchère du pire, en confortant dans l'esprit du citoyen l'image du prisonnier multirécidiviste, danger pour la société. L'empathie, pourtant essentielle aux êtres humains, est rendue finalement impossible. Et la prison peut alors garder son rôle de repoussoir. L'administration a peut-être pour objectif aussi de garder une distance de sécurité entre le citoyen et la prison. Les prisons n'ont plus de visibilité dans la cité. On s'efforce de repousser au plus loin ce qu'on ne veut pas voir. De Jacques Cartier à Rennes-Vezin, de Descartes à Nantes-Carquefou, on cherche à faire disparaître nos prisonniers, tout comme on enfouirait les déchets toxiques, là-bas au loin, où ils ne seraient plus nocifs pour nous. Mais le citoyen est-il disposé à se confronter à celui qui lui ressemble tant? Parce que la prison est un miroir de notre société. Ce qu'on y trouve dedans, c'est le reflet du dehors. C'est la misère sociale, affective et psychologique. Sommes-nous finalement disposés à voir l'autre, celui qui pourrait être notre fils, notre frère, ou même notre mère, comme un individu, et non pas seulement comme un détenu? La société est-elle prête à lire dans le regard de celui qu'elle a exclu la souffrance de l'enfermement? Parce qu'au-delà de l'enfermement que cela représente, cette mise à distance n'est pas sans conséquence sur celui qui devra, un jour, se réinsérer et regagner la société dont il a été écarté. La prison historique d'un centre-ville n'est pas celle d'une zone industrielle. Elle n'est pas la même pour les détenus, ni même pour le personnel pénitentiaire qui se retrouve confronté à la froideur et au manque d'humanité de ce grand bâtiment sans âme. On voit un peu de vie dehors. On imagine la vie des gens. On voit le parking des habitations. Le soir et le matin, c'est sympa. On voit les gens qui partent au travail, qui rentrent le soir. Toutes ces petites choses qui nous manquent. Quelques jours après le déménagement, ce même détenu confie un triste constat aux caméras de Catherine Réchard. Aujourd'hui, je vois des gens qui marchent dans la promenade. Des grilles, du bitume, des grillages. Comme un symbole frappant de leur vie qui leur échappe, ils ne voient qu'une seule chose, le train qui passe. Leur vie et leur humanité qui passent. Le tribunal administratif de Paris a tranché le 13 juillet dernier et a signé la victoire de tous ces détenus.
qui avaient été plongés contre leur volonté dans cet anonymat physique. La détention ne change rien aux droits des personnes. Le droit à l'image et la liberté d'expression restent des piliers de notre société. Le principe a été réaffirmé et les détenus seront libres d'apparaître ou non à l'image. La restriction, quant à elle, devra rester exceptionnelle et motivée de manière circonstanciée par l'administration pénitentiaire. Dans le même temps, le 28 juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la Suisse pour avoir refusé l'interview télévisée d'une détenue condamnée pour meurtre. La Cour strasbourgeoise considérait que la liberté d'expression étant nécessaire dans une société démocratique, les exceptions à cette dernière et le besoin de la restreindre devaient se trouver établis de manière étroite et convaincante. Finalement, le législateur ne s'est pas trompé en 2009. Pouvoir exercer son droit à l'image, c'est reprendre possession de soi et quelque part faire un premier pas vers la réinsertion. Aujourd'hui, je suis la voix de ceux dont on a coupé la tête. Et je vous demande de garder à l'esprit que le détenu qui prend la décision courageuse d'offrir son visage aux yeux de ses pairs fait le choix de se confronter au regard des autres, à nos regards, et rappelle ainsi qu'il existe et qu'il retrouvera un jour sa place dans la société parmi nous. Merci Gwendoline. Gwendoline Ténier, candidat numéro 5 pour les votes dans un instant, car vous allez pouvoir, ici, en direct depuis le Liberté ou chez vous, eh bien, téléphoner dans un instant pour choisir l'un des 6 candidats à ce grand concours de la nouvelle star du barreau. Comment faire? Eh bien, si Gwendoline vous a convaincu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le numéro 5 qu'il faudra énoncer au 02 99 57 10 15. Bâtonnier Ardouin. Ah bien, je crois que Gwendoline doit d'abord être félicitée pour le choix de son sujet, car c'est un thème qui n'est pas a priori très très populaire. Et quels que soient les efforts du législateur et la loi pénitentiaire, amener tous nos concitoyens à considérer que l'humanité des prisonniers doit être à tout prix sauvée, ce n'est pas facile. Alors elle l'a fait avec une force de conviction qui est grande. On n'est pas surpris, après l'avoir entendu, qu'elle ait fait le choix très jeune d'une carrière de pénaliste. Voilà, me semble-t-il, ce que je peux dire. Bâtonnier Le Zachner. Le film auquel Gwendoline a fait allusion, Le Déménagement, est un film remarquable, d'autant plus efficace qu'il est très sobre. Il démontre l'inhumanité des nouvelles prisons, des nouvelles structures qui apportent du confort matériel, qui apportent de l'espace, mais qui sont totalement déshumanisées, ce qui explique sans doute la multiplication d'incidents et de problèmes disciplinaires dans les établissements pénitentiaires. Elle a eu raison d'en faire état. Merci à vous, Bâtonnier Bénichou. Écoutez, mon premier sentiment, c'est que c'est vraiment une voix. Et c'est ainsi que je l'ai ressentie. Elle a une présence et une expression parfaite. Le second sentiment, c'est qu'elle nous parle de quelque chose qui est très intéressant et auquel on ne pense pas souvent. Ce sont effectivement les invisibles dans la société. Donc, elle parle des prisonniers, mais on aurait pu citer les immigrés sans papier, les pauvres, les familles endeuillées. Tout ça, dans notre nouvelle société, doit être invisible. Il ne faut pas se montrer. Elle nous a également rappelé que le détenu doit subir une seule peine, c'est l'enfermement. Et c'est déjà une peine énorme. Enfin, lorsqu'on compare le film et la position française et ce qui se passe en Italie, et je pense à un film qui vient également de sortir des frères Taviani qui s'appelle « César doit mourir », et que je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore vu, puisque ça se passe dans une prison, et ce sont des prisonniers longue peine qui vont jouer la pièce de Shakespeare sur Jules César. À aucun moment, la question ne s'est posée, semble-t-il, de voir leur visage. Et au contraire, c'est un film qui est extrêmement fort concernant la possibilité, pour des gens qui ont commis des choses atroces, inimaginables, de sortir par le haut grâce
effectivement au jeu d'acteur et à la tragédie. C'est un film admirable. Merci à vous trois pour la réelle portée de vos interventions.